Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Francophile, le balado de l'Alliance française de Montréal qui tisse des liens entre les cultures, les langues et les voix du monde francophone. À chaque épisode, embarquez pour une balade sonore au cœur de la francophonie. Entretiens, récits, accents du monde, regards croisés sur les cultures et éclats de langue vivante. Le Francophile, c'est un fil tendu entre Montréal et les quatre coins du monde. Un fil riche, vibrant et sensible comme la passion de celles et ceux qui font vivre le français. Je suis Baptiste Joyer et pour ce deuxième épisode, je donne la parole à deux comédiens, auteurs et metteurs en scène. Il s'agit de Neil Bosca, autrice et interprète de Frat, une pièce qu'on a eu la chance de présenter à l'Alliance française de Montréal en juin 2025 dans le cadre d'une tournée des Alliances françaises du Canada. Elle est accompagnée de Stanislas Roquette, co-metteur en scène de la pièce, mais aussi auteur et interprète d'Insuline et Magnolia, également présentés lors de cette tournée pan-canadienne. Avec eux, on a parlé de leur parcours, de leur lien à la langue française, de leur rapport à l'écriture, au jeu, au public et des échanges interculturels que permet le théâtre. Sur ce, je vous laisse maintenant découvrir notre échange et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le Francophile. Aujourd'hui, on est le 6 juin 2025, la tournée des Alliances françaises du Canada pour la pièce de théâtre Euphrate, imaginée, écrite et portée sur scène par Neil Bosca, touche à sa fin. Et c'est ici, à Montréal, que ça se conclut, avec une toute dernière représentation prévue demain, le samedi 7 juin, au Collège international Marie de France. Et pour marquer le coup, j'ai le plaisir d'être au bout du fil avec deux invités formidables pour une petite conversation comme on les aime. Tu es comédienne, autrice et interprète de l'œuvre Euphrate. Après avoir obtenu un master en psychologie clinique, tu te tournes vers le théâtre en te formant notamment au Conservatoire d'art dramatique du 12e arrondissement de Paris et à l'école du jeu. Et tu as également appris la danse contemporaine et le hip-hop. Neil Bosca, bonjour. Bonjour. Tu es comédien, auteur et metteur en scène, et notamment co-metteur en scène de la pièce Euphrate. Tu es directeur artistique de la compagnie Artepo et également enseignant d'art oratoire à Sciences Po Paris. Tu joues également dans une pièce que tu as écrit aussi, qui est Insuline et Magnolia. Stanislas Roquette, bonjour. Bonjour. Donc Neil, Stanislas, je vous remercie d'être avec moi aujourd'hui pour cet épisode du Francophile. Donc on va parler ensemble de diverses thématiques. On va parler de vos parcours, on va parler de vos expériences interculturelles, de ce que représente pour vous la francophonie aussi. Donc avant tout, moi j'avais une première question pour vous. Quand j'ai fait des petites recherches sur vos parcours, j'ai vu que vous n'avez pas commencé tout de suite par du théâtre dans les études supérieures. Euh, pour vous, après le bac, quand vous êtes arrivé dans les études supérieures, quelle place avait le théâtre pour vous? Comment c'est venu? Est-ce que vous pratiquiez déjà? Est-ce que voilà, dites-moi tout. Alors moi, de mon côté, j'ai commencé le théâtre parce que, j'étais en études de psycho et j'avais des mémoires à présenter et je n'arrivais plus à prendre la parole en public. J'avais, développé Ouais, une timidité, et je me suis dit: «Bon, bah, il va falloir que tu ailles, prendre un cours de théâtre pour te décoincer, ouais, pour que ça aille mieux». ouais, Et j'ai commencé un cours de théâtre et là, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé, de complètement contradictoire parce que j'avais du OK, mal à parler, mais sur scène, je me suis sentie très à ma place, étonnamment, d'accord, et j'ai eu l'intuition qu'il y avait quelque chose à poursuivre. OK. Donc en fait, au départ, c'était pour, booster ta confiance en toi et puis en fait, tu t'es trouvé une «vocation» entre guillemets. Enfin, Oui, au départ, c'était vraiment pour m'aider à faciliter ouais, mes prises de parole et ouais. tu découvert autre chose une Et fois j'ai que tu étais découvert sur autre scène? chose. En fait, il y avait un endroit qui réunissait pour moi vraiment le corps, la parole, les mots. Il y avait une Ouais, intensité aussi, dont j'avais besoin, que je ne trouvais pas forcément, en faisant mes études. Et voilà. Et d'un cours de théâtre, ouais, je me suis mise à en chercher plein, puis à faire des stages, et OK. voilà. Et j'ai poursuivi comme ça. C'est comme ça que ça a commencé. Et au-delà des cours, est-ce que tu allais au théâtre des fois? Tu t'intéressais à des œuvres, en particulier ou
c'était vraiment l'exercice en soi qui te portait plus qu'autre chose? C'est le fait de faire du théâtre qui Ouais. m'a amenée à m'intéresser à ce qui se passait au théâtre. Moi, je j'allais pas du tout au théâtre, étant jeune. Je venais pas du tout de ce milieu-là Mmh. et je dirais que c'est le fait de commencer à en faire qui a développé une curiosité pour ce qui se faisait et aussi pour les arts aussi, enfin d'autres types d'arts, quoi. Ça s'est pas limité au théâtre. Oui, la Mais danse c'est aussi. l'action Ouais, qui m'a amenée vers, oui, qui a d'accord, ouvert un appétit, très bien. de OK, rencontres avec d'autres artistes. OK. Et toi, Stanislas? Écoute, bah, oui, là, en terminale, moi, j'ai rencontré une comédienne qui, dirigeait l'atelier théâtre du lycée, qui était une femme incroyable, Corinne Descotes, au lycée du Parc à Lyon et qui, nous a donné vraiment le goût, voilà, le goût du théâtre. Moi, ça a été un vrai déclencheur et après, c'est vrai que j'ai fait d'autres études et notamment de sciences politiques. Ouais, Je pense que, bon, mes parents avaient fait de la politique, et je pense que mon entrée au théâtre, elle s'est faite aussi dans une espèce de fascination pour la parole. Alors, peut-être différemment de Neil, mais il y a quand même une espèce de comme ça, de coïncidence entre, besoin de besoin de parler, besoin d'exprimer quelque chose et fascination pour la parole publique, la parole politique. ouais, Heu, voilà, donc c'est après en parallèle de ces études-là, j'ai continué à faire du théâtre et je me suis après beaucoup intéressé à des paroles plus poétiques, mais c'est vrai que je continue enfin, je transmets aussi beaucoup l'art oratoire oui, et cette question-là de la parole ouais, publique. Et donc en ça, je pense qu'on s'est effectivement, avec des parcours et des des questionnements différents, on s'est un peu trouvé avec Neil. mmh, C'est une question qui est au cœur du spectacle Euphrate, comment on trouve sa parole, comment on l'affirme. ouais. Euh, voilà. Donc, pour toi aussi, c'était, en quelque sorte l'exercice, puis il y a eu aussi, tu découvert quelque chose. Est-ce qu'à côté, t'allais aussi au théâtre? Est-ce que tu lisais des œuvres, des pièces de théâtre ou pas forcément? C'était, Alors il se trouve qu'en parallèle de Frat, moi j'ai écrit un autre, voilà, le spectacle dont tu parlais tout à l'heure, ouais, Insuline et Magnolia, qui ouais, est on en également reparlera un peu qui tout à l'heure, était ouais. également d'inspiration autobiographique. Et voilà, il y a notamment une rencontre que j'ai faite avec une jeune femme, une autre. Il n'y a pas eu que la Ouais, professeure du lycée, il y a eu aussi une jeune femme éprise de poésie, de littérature et de mots, et qui m'a fait découvrir comme ça, sur le tard, en tout cas vraiment à la fin de l'adolescence, le goût de dire, le plaisir de de la mendication des mots et des phonèmes, de tout ce qui sort par la bouche et qui a du sens. Voilà. OK. Ben, en quelque sorte, ça anticipe, l'autre question que j'avais pour vous, puisque je voulais vous demander, s'il y avait des rencontres ou des figures qui vous ont inspiré. Alors éventuellement, Stanislas, si tu veux apporter une autre réponse, c'est possible, mais après si c'est vraiment cette personne-là qui t'a inspiré, on pourra rester sur cette réponse. Ça a C'est été que les deux premières, peut-être, Neil, ouais. vas-y. Est-ce qu'il y a une figure qui t'inspire? C'est pas forcément dans le théâtre, mais dans ton parcours, une personne que tu as rencontrée ou une personne que tu n'as pas connue? Bah, dans une personne que je n'ai pas connue, il y a cette actrice, turque Afife Jaleh dont je parle dans mon Oui, spectacle, ouais, donc dans le spectacle Frat, qui est la première actrice musulmane à avoir, ouais, été admise au théâtre d'Istanbul et dont je parle, en fait, que j'évoque dans mon spectacle comme, vraiment un modèle féminin, qui s'est affranchi, en ouais. fait, des interdictions de l'époque et qui a été, Mmh. donc sur scène et voilà et donc je raconte, en fait, la rencontre d'Euphrate avec cette femme-là. J'avais très à cœur, justement, de parler de l'importance, des modèles féminins, de leur donner vraiment une visibilité et moi, je dirais que symboliquement, cette femme donc n'existe plus, hein, et que je n'ai pas connue puisque moi Ouais. je l'ai rencontrée en écrivant et en la D'accord, trouvant dans un musée virtuel. d'accord. Mais voilà, c'est vrai que pour moi cette figure de femme qui a existé, forte, Mmh. voilà, me donne de la force et du courage, pour moi aussi m'affranchir de certaines choses Ouais, c'est ce qui qu'elle m'empêchent. représente, cette figure d'émancipation qu'elle t'a inspiré, qui t'a Oui, oui, vraiment et elle intéressé. condense, Ouais, sûrement, enfin, il y a pas qu'elle, hein, mais elle oui, condense sûrement, plein d'autres femmes qui, voilà, qui pour moi sont très importantes, en fait, ouais, de les avoir, là, ouais. pour avancer aussi et puis pouvoir me défaire de certaines choses qui parfois m'enserrent et me OK,
Très bien. Ouais, ouais. Bah, alors, je précise que moi, je n'ai pas encore vu le spectacle. Je le découvrirai tu viens demain. demain. Oh, ouais, je viens demain, je serai présent. Mais d'accord. Bah, donc, je vous remercie pour ce petit retour. Moi, je voulais juste savoir aussi une dernière petite chose. Est-ce que il y a vraiment un moment déterminant dans votre vie où, pour vous, le théâtre, ça a été, je dirais, presque un peu comme une révélation, où vous avez dit, OK, elle est là, ma place. Là, je me sens bien et j'ai envie de continuer là-dedans. Est-ce que vous avez eu ce déclic-là vraiment? Est-ce qu'il y a un moment précis ou c'est quelque chose qui s'est construit sur la durée? Est-ce que vous avez un souvenir comme ça à m'évoquer? Bah, comme je le disais tout à l'heure, moi, il y en a un peu deux. Il y a ce premier Oui, moment où, voilà, où, comme je disais, où j'ai pris un cours pour pouvoir libérer la parole, ma parole. Donc ça, c'était assez soudain. oui, Après, je dirais que moi, il y a vraiment une construction qui s'est faite ouais, sur plusieurs années, et notamment avec le spectacle que Euphrate, parce que c'était un mélange d'écriture, de ouais, création et de, comment dire, de prise du plateau quelque part, voilà. Et en fait, comment dire, le processus d'écriture s'est entremêlé avec moi, mon expérience de m'autoriser à aller sur scène, à prendre cette ouais, place-là, sachant qu'en plus c'est un seul en scène, donc où voilà, où là vraiment il ouais. fallait Ouais, ouais. un moment Il n'y a pas le choix. voilà, fallait Ouais, l'accepter et affirmer ça. ouais. Donc je dirais il y a ces deux temporalités, à la fois une première D'accord. intuition un premier déclic, et Ouais, après toute une construction qui prend beaucoup de temps ouais. et qui demande beaucoup de travail. Oui, ouais. Voilà, à travers cette. Je m'avance peut-être en disant ça, mais il y a aussi le fait d'inclure plus de sa personne, du personnel dans tout ça. C'est peut-être aussi un processus long, qui est peut-être pas forcément facile de parler de sa vie aussi dans une œuvre théâtrale. Oui, complètement. Et puis pour moi, c'était pas du tout une évidence. En fait, au Ouais, départ, j'avais écrit un personnage que je ne reliais pas à moi. ouais, Et voilà, en travaillant avec mes collègues, avec Stanislas notamment, ils m'ont aussi à un moment poussé à affirmer qu'en fait, en repassant par mon histoire et en y mettant le jeu JE mmh, et aussi le ouais, jeu JEU, mais ouais, que j'allais pouvoir en fait élargir, enfin que les sujets que je voulais aborder allait pouvoir s'incarner d'autant plus ouais. et pouvoir avoir une portée universelle, et que ça allait pas être quelque chose qui allait se replier sur moi, mais qu'au contraire, ça allait pouvoir toucher quelque chose de plus large que mon Mmh, histoire. Et c'est là où j'ai pris conscience que que l'intime pouvait avoir une dimension politique. ouais, Et ça m'a permis d'y aller, de repasser par le prisme de mon histoire et de jouer avec mes éléments biographiques. Voilà, c'est pas totalement autobiographique, mais ouais, il y a une forte résonance ouais. entre mon histoire et celle de Frat. OK. Et je me suis plu à jouer avec et OK, ben, on reviendra, m'égayer. là-dessus un peu tout à l'heure aussi, la relation avec les spectateurs et ce que ça a pu susciter, chez les spectateurs. Toi, Stanislas, est-ce qu'il y a un moment marquant, mais ça peut être un petit souvenir, quelque chose comme ça qui te vient en tête, que tu as envie de partager? A posteriori, on a toujours l'impression qu'il y a plein de moments et qu'en fait, il y en a beaucoup trop pour Ouais, pouvoir les raconter. Mais bon, en t'écoutant, et merci Anil d'avoir commencé à répondre, non, il y a quand même une chose, et si on remonte vraiment un peu loin, quand j'avais 15 ans, je crois que mon père m'avait mis entre les mains les Pensées de Pascal, le ouais, livre de philo. Je m'étais mis en tête de le lire, d'essayer de comprendre et tout, et je butais sur les pensées. ouais, C'est-à-dire que je comprenais pas, je reprenais ma lecture. Il y avait une espèce comme ça d'impossibilité à penser, à avancer dans ce livre, et j'avais envie de penser quelque chose, moi. Donc j'étais voilà. Et en même temps, voilà, il y a un été, enfin l'été juste après, je pense que je me suis inscrit dans un camp de vacances, en gros, une espèce de colonie. Et il y avait la possibilité d'un atelier théâtre auquel j'ai participé. Et il y avait j'ai été amené à faire une espèce de grande impro devant. On était très nombreux, on était presque 400 ou 500, je crois, pour le spectacle de la fin du camp, durant lequel j'ai fait une sorte d'impro où je singeais le directeur de la colonie, en oh fait, waouh! et en, Audacieux. en utilisant aussi des maximes philosophiques, des pensées comme ça. OK, Et j'ai eu une espèce de triple plaisir et espèce de moment déclencheur un peu fort. D'une part, le rapport à l'autorité, c'est-à-dire que j'étais d'un coup
libre de m'affranchir de cette autorité parce qu'on Ouais. peut s'en moquer. Ouais. Et c'est une des vertus et une des fonctions principales, premières du théâtre, c'est de dire, OK, les valets peuvent jouer les maîtres. C'est ça. On peut sortir des codes C'est habituels c'est le de la vie carnaval, de tous les c'est jours. Ouais. voilà, l'affranchissement des codes et des statuts et des hiérarchies. Le fait à un moment de pouvoir penser des choses, dire des choses, qu'on m'écoute et d'avoir l'impression presque d'être intelligent au moment où je le dis, Mmh. quand je le dis, ce qui évidemment face au livre était beaucoup plus difficile. Et puis après, on va pas se mentir aussi, d'un coup, comment dire, des filles avec qui je pouvais rencontrer. Moi, j'étais quelqu'un Ouais. d'assez timide et Ouais. d'un coup, je me rendais compte que ça ouvrait comme ça des possibilités de rencontres Ouais. et donc une espèce de liberté incroyable. Donc tout ça combiné un peu, je me suis dit waouh, c'est pas mal cette affaire. C'est un sacré tournant. Ouais. Ok, mais merci beaucoup. Mais là, on va passer sur une autre thématique. On va plutôt parler de la langue française. Moi, je voudrais savoir quel est votre rapport à la langue française dans votre parcours et dans votre travail. On sait qu'elle est quand même très présente, mais j'aimerais en savoir un petit peu plus sur votre regard là-dessus. J'aimerais peut-être savoir ce qui vous plaît dans cette langue. Je pense qu'on l'entend, vous êtes francophone. Moi, spontanément, ce qui me vient à l'esprit, ça rejoint ce que tu racontais tout à l'heure, Stanislas, avec ce personnage de Fleur dans Insuline et Magnolia, qui te fait découvrir la puissance de la poésie et de la littérature. Alors, je n'ai pas eu l'occasion non plus de voir cette pièce de théâtre, peut-être un jour, donc n'hésite pas à me reprendre si... Tu peux la lire si tu veux, le Ah texte bah, est publié. ah bah super, super, bah bien sûr, avec plaisir. Donc je voulais savoir si ça traduisait un peu ton rapport à la langue française, toi personnellement. Si c'est de la littérature francophone dont il est question, c'est pour ça que je précise que je ne l'ai pas vu, je ne sais pas si c'est de la littérature francophone, mais si cette fleur en question t'évoque de la littérature francophone, est-ce que ça montre un peu ton rapport à la langue française que tu peux avoir? Oui, complètement. Ouais, C'est-à-dire qu'il y a bon, le rapport à la langue, pour moi, il est très fort. Comme je l'ai dit, mes parents écrivaient des discours pour des personnalités politiques. Il y a eu, voilà, ils travaillaient à la mairie de Lyon il y a assez longtemps. Et il y avait cette espèce voilà, de tradition du discours. Donc déjà, waouh, j'avais quelque chose de très fasciné par ça. Cette rencontre avec Fleur, c'est ce que raconte un peu le spectacle dans Insuline et Magnolia. Fleur, effectivement, elle était portée par les mots. On avait en commun, donc c'est une amie que j'ai rencontrée au lycée à 15 ans. Et on avait, alors c'était pas encore un document partagé, mais c'était une espèce de fichier Word ou de mail, je sais pas exactement comment c'était, sur Caramel ou quelque chose comme ça. On est en 2001. Qu'on avait appelé incitation. Et c'était donc à la fois des citations de poètes français ou d'écrivains français, francophones, disons, mais qui étaient aussi des incitations. Et on cherchait toujours des citations qui donnaient une forme d'énergie, de vitalité. ouais, Et c'est vrai que je parle de ça dans le spectacle. Il y a dans tous les passages parfois très connus, parfois des espèces de tubes de la poésie française, comme ça, quelque chose d'extrêmement galvanisant, à la fois dans la sonorité et ouais. dans les images que ces mots portaient. Et ça a été une espèce d'éducation à la langue française par l'éblouissement et par la complexité. C'est-à-dire que la poésie aussi, c'est la complexité. Moi, j'ai écouté beaucoup de chansons françaises. Ouais, C'est que la langue française mise en musique. Alors bien sûr, Brassens, Brel, Barbara, Ferré, évidemment, mais aussi la nouvelle scène française de l'époque, qui est un peu moins nouvelle maintenant, mais ouais, les Têtes Raides, Loïc Lantoine, La rue qui est à nous, Dominique A et beaucoup d'autres, Thomas Fersen. Et c'était le plaisir de ne pas comprendre ce qu'il disait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est beau, ça sonne, il y a un paysage imaginaire qui s'ouvre, mais rationnellement, je peux pas très bien te dire de quoi ça parle. ouais. Et ce plaisir-là, cette familiarité avec quelque chose qui est très étrange, en fait, qui est très étranger, ça m'a, je crois, totalement hypnotisé, fasciné, à tel point que voilà, c'est pour ça que après j'ai fait beaucoup de théâtre avec des textes de poésie. Ouais, d'accord. Donc au-delà du sens strict de ce qui est colporté, c'est vraiment la sonorité aussi que peuvent avoir les mots,
les syllabes entre elles, la musique que ça entraîne? Oui, je trouve que la langue française a une infinie richesse. Alors on pourrait dire toutes les langues, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de langues qui subissent un affaissement, un nivellement, une sorte de lissage du fait de la communication, des médias, des réseaux sociaux. Et en tout cas, la langue française a une grande capacité quand même de résistance, je trouve, face à ça. Ouais. Et voilà, sa structure, sa difficulté même en fait un territoire infini à explorer. Ouais. Et toi, Neil? Et moi, et moi, alors moi c'est complètement différent. Moi j'avais un rapport beaucoup plus complexe, beaucoup plus empêché à la langue française, notamment quand j'ai commencé le théâtre. Par exemple, au début j'avais beaucoup de mal à me sentir légitime de dire des textes de grands auteurs comme ce qu'on apprend au début à l'école, quoi. Ouais. Racine, même, enfin Molière, tout ça. Je me sentais pas comme si c'était pas ma place. Alors du coup, ça m'a fait réfléchir et j'ai au fur et à mesure travaillé ça. Je me demandais d'où venait un peu ce blocage. Et quand il a fallu écrire, enfin quand j'ai souhaité écrire, là, le sujet s'est vraiment posé très fort pour moi parce que écrire en français, j'essayais de me conformer à une forme d'écriture idéalisée en fait. Oui. Un peu, je sacralisais ce que c'était que la langue française et je n'arrivais pas à trouver ma langue. Et finalement, moi, j'ai trouvé ma liberté d'écriture et mon langage, ma singularité, quand j'ai commencé à écrire le personnage du père, donc du père d'Euphrate, parce que Euphrate, dans la pièce, parle beaucoup à son père, qui est d'origine turque, qui est aussi le cas de mon papa, qui vient de la région de Hatay en Turquie. Et donc, quand j'ai commencé à écrire le personnage du père, ça pouvait pas être un papa qui s'exprimait très bien en français, puisque voilà, mon père s'exprime avec un accent et a un rapport au langage qui est différent, avec beaucoup d'images, beaucoup de métaphores. Okay. Et à la fois, et en fait, ça m'a complètement libérée parce que d'un coup, j'écrivais en français, mais avec un langage qui était avec beaucoup d'aspérité, qui était comment dire, boiteux un peu. Mais c'est là-dedans que j'ai trouvé à la fois ma place, mon humour et une vraie liberté. Et en fait, je me suis dit à un moment, mais en fait, le français c'est large, c'est pas qu'une forme de c'est pas que les lettres classiques, et voilà, et ça peut prendre plusieurs dimensions. Et je dirais que moi, l'entrée, voilà, c'est plutôt par là, c'est plutôt parfois par un rapport aux mots qui peut être oui, tantôt boiteux, tantôt... Et comment tu décrirais un petit peu ce processus où justement tu t'es venu te réapproprier la langue française? C'était un processus de long terme, j'imagine aussi. Comment ça s'est fait? Est-ce que c'est aussi en regardant d'autres types d'écriture? Oui, tout à fait, en regardant d'autres types d'écriture, comment dire? En changeant mon regard aussi. C'est-à-dire que j'avais cette chose de la légitimité, de l'illégitimité qui était très forte et voilà, aussi en travaillant là-dessus et en me disant: «Mais en fait, il y a pas une langue française». Enfin, je sais pas comment dire, mais je me suis réappropriée à ma façon en faisant un langage spécifique, enfin voilà, créatif, spécifique. Et donc, oui, après, c'est en écoutant aussi d'autres artistes qui ont eux-mêmes eu ce rapport-là à l'écriture. Voilà, mille manières d'écrire, quoi, en fait. Et j'ai plus la fin de ta question. Non, mais après, si je comprends bien aussi, il y a peut-être aussi ce processus où tu te dis, oui, j'ai une légitimité aussi à produire, j'ai une légitimité à partager des choses, donc pourquoi pas mon langage au final? Est-ce qu'il y a peut-être une pensée comme ça dans le processus? Oui, en fait, ça me fait penser ce que tu dis. Je comprends. Oui, est-ce que ça me fait penser ce que tu dis, c'était aussi quand j'ai commencé à parler du sujet, donc qui est moi aussi le sujet de l'exil et comment en fait l'exil peut retentir sur les secondes générations. C'est aussi ce sujet-là que j'avais à dire. Moi, je me souviens quand j'étais à l'école de théâtre, j'avais du mal au début à dire des textes, comme je l'ai dit, qui étaient imposés, de Racine, tout ça. Et à un moment, je suis tombée sur un livre qu'un ami m'a donné, ça s'appelle Seul, de Wajdi Mouawad, et qui est aussi
une autofiction, enfin déguisée, mais voilà, où il part aussi de sa propre histoire. Et quand j'ai lu ce texte, qu'après j'ai vu mis en scène plus tard, mais quand j'ai lu le texte, d'un coup, ça a été beaucoup plus facile pour moi de dire ce texte-là et de m'en inspirer. Et au début, j'ai pas tout de suite tilté. Et puis, en fait, au bout d'un moment, je me suis aperçue que ça parlait aussi d'un ailleurs, d'un exil, d'un entre-deux, des interstices entre deux pays, entre différents langages aussi, parce que c'était un langage très protéiforme. Et moi, c'est le cas dans la pièce. C'est-à-dire qu'il y a des mots, mais il n'y a pas que des mots. Les mots sont relayés par le corps parce que je danse aussi dedans. Et au final, je me suis dit, mais oui, mon langage, il est protéiforme, en tout cas pour cette pièce-là, et bon, je verrai par la suite, mais je sens qu'il y a quelque chose qui se fait dans ces interstices-là qui est plus juste pour moi qu'être uniquement sur une forme de langage et d'écriture. D'accord. Ce qui m'impressionne beaucoup, c'est qu'on est depuis 3 semaines au Canada, là, juste sur la langue française, peut-être une dernière chose, et qu'on est... La langue française est réputée avoir une très faible musicalité, un peu de relief, peu d'accentuation par rapport à plein d'autres langues. Elle est réputée plutôt plate. Et c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de Québécois ici. Et moi, je trouve ça incroyable à quel point, comment dire, je redécouvre aussi la langue française par la joie qu'elle peut transporter, quoi. Ouais, vous avez peut-être rencontré aussi des cultures francophones ailleurs au Canada, peut-être des franco-ontariens parce que, enfin, oui, effectivement des Québécois, mais il y a des locuteurs français à travers tout le Canada qui parlent leur propre réappropriation du français. On a tous une appropriation du français de toute façon, avec des mots spécifiques, un patois spécifique. Mais oui, c'est ça, le français, c'est multiple. C'est ça. Ce qui était frappant, comme c'est une langue, statistiquement minoritaire, si je dis pas de bêtises, au Canada quand même, assez largement. Par rapport à l'anglais, oui. Voilà. On a croisé pas mal de personnes qui avaient une dimension presque militante par rapport au français, quoi. Et ça, en France, on n'en croise pas, ou alors ils sont taxés de réac et tout, alors que là, il y avait quelque chose de très, très différent, de très. Il y a d'autres enjeux vital. Ici, aussi parce qu'il y a une grande représentation des anglophones. Et on sait aussi que l'anglais prend beaucoup de place, gagne beaucoup de terrain aussi, même à l'ère du numérique, l'anglais prend beaucoup de terrain. Donc il y a aussi d'autres enjeux. Est-ce qu'il y a une expérience interculturelle marquante qui serait liée à vos origines ou à des rencontres qui a influencé soit votre parcours personnel, soit votre façon d'aborder le théâtre? On en a déjà un petit peu parlé. Vous avez le droit de me dire Joker, j'ai déjà répondu à la question, mais si jamais il y a autre chose qui vous vient, quelque chose qui vous a vraiment marqué d'une autre façon aussi, ça peut être sur un autre plan, sur un autre sujet, ça peut être aussi dans la façon dont vous avez abordé votre propre vie aussi, au travers des œuvres que vous avez pu écrire. Est-ce qu'il y a une rencontre comme ça qui s'est faite? À qui le tour? Non, plein de choses. Notre compagnie Artepo, là, depuis une quinzaine d'années, en fait, on a énormément travaillé avec l'étranger. Il y a eu beaucoup de collaborations interculturelles qui ont été effectuées grâce à la diplomatie culturelle, grâce au réseau des instituts français, des alliances françaises, des lycées français, parfois de départements de théâtre français aussi, dans des universités. Donc moi, là aussi, on pourrait raconter plein de choses. C'est vrai que ce qui m'a toujours frappé et fasciné, c'est l'accélération des rencontres que ces expériences permettent. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des mises en scène ou participé à des mises en scène en Russie, en Chine. On fait des ateliers en Iran, en Corée du Sud. Et ce qui m'a beaucoup marqué à chaque fois, c'est à quel point le théâtre a une forme d'universalité dans le langage corporel qu'il utilise. On est toujours accompagné dans ces cas-là par un ou une interprète qui souvent traduit, parce qu'il y a beaucoup de ces pays dans lesquels ils ne parlent même pas anglais. Donc en fait, on ne peut pas se parler directement. Il faut passer par l'interprète. Et donc, souvent, il s'est agi de court-circuiter, entre guillemets, l'interprète et de parler directement avec la personne. Et en fait, très, très vite, avec le théâtre, avec
les expressions du visage, les intonations, les intentions qu'on y met avec le langage du corps, la gestuelle, Ouais. les mimiques, avec tout ça, en fait, très vite, on arrive à se comprendre et on arrive à créer une communication non verbale extrêmement chaleureuse, intime, partagée euh, et accélérée. C'est ça qui m'a toujours frappé. En particulier en Chine, parce qu'ils ne parlaient pas un mot d'anglais. Ouais. Ceux que j'avais, enfin les acteurs avec qui on avait travaillé, j'avais senti à la fin une espèce d'immense fraternité, alors qu'on s'était jamais parlé directement, si ce n'est par des gestes, des rires, voilà, Oui. mais pas toujours avec le biais quand même pour les messages un peu plus complexes, par le biais de l'interprète. Donc ça c'était très très frappant. C'est tout ce qui entoure en fait le non-verbal, en fait, brise les barrières avec l'autre, et ça apporte, j'imagine, une relation même particulière, privilégiée avec des personnes d'autres cultures. Est-ce que aussi ces personnes t'ont, apporté des choses, t'ont fait peut-être comprendre des choses, t'ont fait réaliser dans la relation qu'on peut avoir avec des personnes qui ont une culture des fois radicalement différente de la nôtre? Ouais, plein de choses. C'est vrai qu'il y a des pratiques aussi très très différentes. Je me souviens notamment en Russie, quand on démarrait les répétitions, si la répétition démarrait à 14h, à 14h moins 3, tous les acteurs étaient en costume, au plateau, debout, face à la table de régie, presque pas au garde à vous, mais en tout cas disponibles, échauffés, en train de dire « Ok, qu'est-ce qu'on fait ?» Ce qui mettait une certaine pression du point de vue de la mise en scène, parce qu'il fallait... En France, à 14h20, on est toujours à la machine à café, avec la clope, je finis la pause, j'arrive tranquille, attends... Ludovic il est en retard, on arrive, etc. Donc ça par exemple, pas le même rapport au temps. Cette forme de discipline et d'engagement total, et de respect aussi du travail, des horaires de travail. Bon, là je me suis dit peut-être il y a quelque chose que je devrais dans le améliorer. Processus, c'est ça. Par exemple. Écoute, je te remercie. Neil, est-ce que tu as une rencontre, quelque chose à partager? Alors c'est vrai que on pourrait tout de suite faire le lien avec Euphrate, parce que c'est au cœur de la pièce de théâtre, l'interculturalité. Tu questionnes ta double culture. Est-ce que tu as peut-être envie de me raconter quelque chose là-dessus, ou peut-être tout autre chose, mais une rencontre interculturelle marquante qui t'a fait prendre conscience peut-être de quelque chose? La chose qui me vient, c'est que je sais que quand j'ai commencé à écrire, j'avais la nécessité d'écrire pour toutes les parties qu'il y avait en moi, c'est-à-dire à la fois, donc moi, mon papa vient de Turquie, ma mère vient de Normandie. Quand j'étais petite, j'allais pas du tout au théâtre. On n'est pas, voilà, c'était pas du tout dans ma famille quelque chose qui était là. Et moi, j'ai commencé à faire du théâtre, donc à aller beaucoup au théâtre. Voilà. Et donc il y avait comme ça un croisement de plein Enfin, j'avais besoin en fait de pouvoir présenter mon spectacle devant un public très diversifié, où on pouvait être relié et voilà. Et donc ça revient aussi avec ce qu'on se disait avant sur le langage et sur la construction de l'écriture. Moi, j'ai aussi dans mon spectacle, c'est très physique, donc les mots sont aussi très imprégnés de corps. Et je sais que lors de notre première présentation, j'étais hyper émue de voir que dans la salle, j'avais à la fois de la famille de Normandie, de la famille de Turquie, et puis des gens de mon milieu théâtral qui étaient ensemble dans une même représentation et qui partageaient et vibraient en fait avec la même histoire. Voilà. Et pour moi, c'est ça qui me rend très très heureuse de voir que ça fait du lien.
et qu'on peut après discuter, se rencontrer et que les frontières se floutent. Oui, c'est ça. Là, pour le coup, sous une autre forme. Donc là, c'était effectivement on parle de spectateurs qui assistaient à la représentation, Mmh. mais pour autant, ça a aussi brisé les barrières entre les cultures et tout le monde était sur la même longueur d'onde, Sur un point sur un d'humanité. point d'humanité, ouais. Au final, peut-être que ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas tous aussi différents aussi sur plein d'aspects, même sur notre parcours personnel. Justement, on y vient, on va parler un petit peu des spectateurs aussi. Pour Euphrate, j'ai vu effectivement qu'il y a eu plusieurs tournées. Là, c'est une tournée pan-canadienne qui se termine. Il y en a eu en France, en Belgique, en Turquie, en Grèce aussi. Je sais tout de toutes les cités. C'est tout. Les États-Unis. Ça fait quand même beaucoup de pays, beaucoup de communautés représentées qui ont pu assister à ces représentations. Est-ce qu'il y a pu y avoir des réactions de spectateurs qui vous ont surpris? Je pense que, dans vos pièces de théâtre respectives, vous véhiculez quelque chose, mais ça a été compris peut-être différemment par d'autres personnes, ou alors pas forcément différemment, mais des réactions qui vous ont touché, surprises. Est-ce que vous avez des anecdotes comme ça, de ce genre à me raconter? J'ai le souvenir en Turquie, quand on est allé jouer à Ankara, il y a un moment où on passe une musique de mariage et où il y a notamment le traditionnel qui s'appelle le kolbastı. Ok. Et puis, enfin voilà, c'est un moment, Euphrate retourne dans son village et je spoile pas, mais en Ouais. tout cas, elle est une forme de mariage. N'en dis pas trop. Et voilà. Et là, toute la salle a commencé à se lever et à faire partie du C'est mariage génial. avec moi. en chantant, en tapant dans les mains. Ouais. Ah, waouh. Ce qui évidemment n'était jamais arrivé parce que Ce que j'avais jamais vécu. Et Wow. ils étaient Ah 600 ouais. et on était. Et Ouais. Stan, il était en panique parce que. Mais il oui, se disait, mais en fait, c'est ça que je me demande. ça va aller où? En fait, dans ces cas-là, c'est un peu c'est totalement un imprévu. Comment on gère ça, ce genre de situation? On se laisse emporter par, Ah ouais, mais non, c'était par génial. En l'ambiance, vrai, ouais. ça nous a C'était galvanisés. porteur d'une bonne énergie. C'est hyper joyeux. Ah Ouais. non, c'était génial. c'est- Moi, j'ai adoré. Ouais, Parce qu'ils étaient avec, Ouais. en fait. Et puis, c'est ça aussi. Même si je suis seule en scène, je joue avec les gens. Donc, vraiment, même s'ils me répondent pas tout le temps, mais Ouais. Oui. on est ensemble, en fait. C'est vraiment le lien avec le public qui est crucial. Ouais. Et donc, de recevoir cette énergie-là du public, c'était incroyable. Ah, une expérience assez unique. Ouais. Oui. Ouais. Et puis, il y a une chose qui m'a marqué au Canada, là, c'est on a joué à Halifax. Ouais. Bon, Canada, grande terre d'immigration, Ouais. et on a joué au port d'Halifax, qui est évidemment un port qui a accueilli, je pense, énormément de personnes. Et on jouait au musée de l'immigration. Ouais. C'est-à-dire que le théâtre, comment dire, il avait des baies vitrées, la salle de théâtre, qui donnait sur l'océan. Et donc, D'accord. on a Ok. fermé C'était pour avoir, magnifique. on Ah a ouais. fermé pour avoir le noir, voilà. Ouais. Donc il y avait un lien, le musée de l'immigration sur le port d'Halifax avec l'océan qui est juste là qu'on voit et tout. Et sur cette question de l'exil qui est au cœur du spectacle Euphrate, l'exil qu'a fait le père de Nil des montagnes de l'Anatolie Ouais. en Turquie pour venir en France. Ouais. Moi, je sentais que ça résonnait très très fort. Et il y a un homme qui, pendant la rencontre à la fin du spectacle, a dit ouais, votre spectacle, c'est une tragédie. Mais j'ai beaucoup ri, mais c'est une tragédie. Et c'est vrai que bon, le mot tragédie, moi, d'un coup, Ouais. on va pas spoiler le spectacle encore, mais c'est vrai que c'est un spectacle où les gens rigolent quand même, voilà, même s'il y a beaucoup d'émotions et il y a des choses, des sujets profonds, disons, Oui. mais c'est quand Ouais, même, ouais. il y a une tonalité qui est assez enlevée. C'est-à-dire que c'est pas une tragédie au sens Ouais, où on pourrait ouais, l'entendre, ouais. où tout le monde meurt à la fin et c'est la vengeance divine et la fatalité terrible qui s'abat sur l'humanité. Non, c'est pas ça du tout Ouais, que le ouais, spectacle raconte. Mais lui, il avait quand même ce mot de tragédie qui lui venait parce que il était en empathie avec le personnage du père, je pense, et que Il y a eu une identification. Une identification. Peut-être que oui, c'est ça, par tragédie, il entendait les émotions fortes que peuvent véhiculer des thématiques aussi fortes que celles que vous évoquez dans les pièces. Ouais. de mémoire, c'était un homme qui venait d'Afghanistan, je crois. Et... Ouais, d'accord. Oui, il a sans doute fait ce parallèle. Euh,
aussi, oui, je jette un petit coup d'œil sur mes petites notes. Je voulais savoir, vous, quand vous interprétez les pièces que vous avez écrites, est-ce que il y a un changement entre le moment où vous avez lancé l'initiative de faire ça et, on va dire, la dernière représentation en date? Quel rapport vous avez par rapport à votre propre histoire quand on joue plusieurs fois une œuvre qui en plus est très personnelle, enfin très personnelle, dans laquelle on y a inclus beaucoup d'éléments de sa vie personnelle. Est-ce que ça a un effet, je sais pas si c'est le bon mot, un effet cathartique, ou qu'est-ce que ça a changé dans votre perception de votre histoire de jouer vos pièces respectives? Tu veux commencer ou je commence? Je t'en prie, je t'en prie. Hem, Entre la première fois où je l'ai joué et maintenant? Ouais, par exemple, ou entre le moment où, parce que je pense que même le processus d'écriture aussi a dû peut-être changer des choses, entre le moment où tu as commencé à l'écrire et aujourd'hui, par exemple? Ah oui, ouh là, Ouais, entre le moment où j'ai commencé à ouais, écrire, aujourd'hui, il y a beaucoup de chemin. En fait, moi, je raconte la quête de Frat qui ouais, cherche son orientation professionnelle et qui va se poser la question de l'incidence de sa double culture sur sa construction. ouais, Ça, c'est la quête de Frat. Et moi, j'avais une quête parallèle qui était la quête de l'écriture et donc ouais. la quête de mon langage. Donc, bien sûr, c'est aussi ma propre histoire entre deux cultures franco-turques, mais je dirais que les questions que pose Frat sur son identité franco-turque sont très matures par rapport à moi, celles que je me Mmh. posais à l'époque. C'est plus tard que c'est venu. Ouais. Et donc, je sais pas si tu comprends bien, mais en Non, non, gros, si, si. voilà. Donc, Ouais, il y a ouais. eu deux quêtes. Et moi, j'avais vraiment cette quête de l'écriture et de trouver mon propre langage était Mmh. très liée à une quête d'affranchissement, de m'autoriser à prendre ma place, d'y Ouais, aller. Et donc, je dirais que le fait de jouer, donc il y a eu, bon, l'écriture, c'est une chose, puis après de ouais, commencer à jouer et de rejouer et de re-rejouer, en fait, ça m'a donné, au fur et à mesure, j'ai construit une confiance qui était un peu fébrile au début, ouais, et qui est aussi le sujet de la pièce, en fait, parce que c'est la confiance que cherche Frat pour pouvoir se défaire de toutes les voix, de toutes les injonctions qu'il y a autour ouais. d'elle, pour aller trouver vraiment sa voix à elle, Mmh. ce qui est pas évident. Et, euh, et je dirais que moi aussi, je cherchais à ce que cette voix puisse prendre place. Et donc, ça a bâti de la confiance, quoi. Mais Ouais, je continue encore, c'est toujours en construction. ouais, C'est bien sûr, il y a des choses qui se gagnent, d'autres qui se perdent aussi au fur et à mesure du jeu. Mais voilà, donc c'est voilà une construction qui qui est continue en encore cours, qui aujourd'hui. oui, oui, Ouais, et grâce aux liens aux autres, aux liens avec les collègues qui travaillent avec moi. ouais. Là, il y a Stanislas Roquette, mais il y en a, on est plein Oui, 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 sur ouais, le spectacle. Et la rencontre avec le public après, qui est très forte pour moi et très importante. oui. Donc Quand on souvent, il essaie, y a des bords de scène, des moments d'échange avec le Bah oui, public. des bords de scène où quand il y en a pas, on va boire Ouais, des coups après. Et pour moi, c'est des moments très importants parce ouais, que souvent les gens, comme je raconte une histoire qui est assez personnelle, il y a donc des échos avec leur propre histoire et, ouais, et eux-mêmes se mettent à me raconter des ouais, anecdotes et à des choses sur eux ouais, et comment c'est commun ou au contraire différent de ce qu'ils ont vu. Mais ça oui. me touche beaucoup d'avoir voilà, Tu d'avoir tu ces tu échanges. entends, plusieurs parcours, et ils se sont dit, toi, tu as ouvert la porte à tes émotions, ton parcours, donc nous aussi, en tant que spectateurs, on peut aussi te raconter. J'imagine que ça crée un lien de confiance directement et que les spectateurs arrivent plus facilement à se livrer parce que toi, tu l'as fait, en fait, d'une certaine façon, au travers de la pièce. J'espère. En tout Ouais, cas, je sens quelque chose de ouais, fort. il y a quelque chose d'assez ouais, caractéristique dans les seuls en scène, je pense, et en particulier quand ils sont d'inspiration autobiographique, c'est qu'il ouais, y a on est en adresse au public, il y a un partage sensible direct. Et donc, a fortiori, pour ces seuls en scène, je crois on a besoin d'un retour après. ouais, On a besoin voilà, le comédien Michel Bouquet, il disait le public, il vient pas te regarder jouer, il vient jouer avec toi. Et donc, mmh, il n'est pas là simplement à assister à ta performance, il est aussi là pour interagir, pour jouer, même imaginairement, même, voilà, même sans le dire, avec toi. Et je voulais rajouter une petite chose là-dessus sur ces spectacles aussi d'inspiration autobiographique. Moi, je comprends que ce que tu dis, Neil, est très juste. C'est-à-dire qu'il y a une confiance qui se construit au fur et à mesure que le récit intime et personnel se structure, se dépose, se solidifie et ouais, devient une œuvre, un texte, en fait. Devient un texte qu'on joue et qui pourrait être, du coup, joué par
une autre acteur, Ouais. enfin un autre acteur ou une autre actrice, ça devient ça devient une œuvre étrangère, quelque chose Ouais. qui s'autonomise Ouais. dans son existence et qui pourrait être pris en charge par quelqu'un d'autre. Donc là, il y a une confiance qui vient de ça, et en même temps, de l'autre côté, il y a pour nous, je crois, l'inquiétude, enfin moi en tout cas ça me le fait par moment, justement de dire oulala, où est la première étincelle, où est la prime émotion qui a conduit à la naissance de cette œuvre et à l'impulsion qui a déclenché le geste d'écriture. Et du coup, la peur parfois que ça s'éloigne. Ouais. Donc il s'agit, à la fois on est confiant parce qu'on le joue beaucoup et que ça devient ça devient plus solide, et en même temps un chemin intérieur à faire pour se rappeler, pour retrouver la petite étincelle initiale. Que c'est pas quelque chose qu'on réplique ensuite dans une tournée de façon bête et méchante, mais que ça reste Authentique. un rapport privilégié avec, je dirais pas sa propre histoire, parce qu'effectivement ça peut être enfin, Euphrate est un double fictionnel, on peut dire. Nil et Euphrate, on l'a pas dit, mais bien évidemment, l'auditeur aura compris. Oui, le lien avec le fleuve, je pense que le parallèle, on le capte bien. Mais d'accord, très bien. Mais merci. Mais je vais maintenant conclure. On a une petite question qui porte plus sur les alliances françaises. Est-ce que vous connaissiez les alliances françaises avant cette tournée pan-canadienne ? Oui. Ouais. Oui, on a, différemment. Différemment. Les alliances françaises, ça a été pour la mise en scène en Russie, par exemple, à Saratov. J'ai eu un lien j'y suis allé 4 fois, et voilà. Mais aussi bien, d'autres, les alliances françaises en Chine, à Shanghai aussi, ou ailleurs. Ce qui est très fort, c'est que c'est des associations de droit local, et donc parfois avec des contrats locaux, hein, si je dis pas de bêtises. Et donc il y a une connaissance du terrain, il y a une implantation sur le territoire qui est plus grande parfois que simplement des gens qui seraient simplement expatriés quelque temps, quoi. Il y a vraiment c'est ça, tout à fait. Et puis on y rencontre beaucoup de gens de cultures très différentes. Pour rappeler rapidement, donc ça, c'est à la fois un centre d'examen, mais aussi un lieu où on a des cours et des ateliers de français. On a aussi une programmation culturelle. Et justement, si vous avez carte blanche, parce que je sais que vous avez aussi de l'expérience en termes d'ateliers théâtral, si vous aviez carte blanche avec des apprenants qui justement viennent d'horizons différents, qu'est-ce que vous mettriez en place lors d'un atelier, par exemple comment on renforce la communication interculturelle grâce au théâtre concrètement? Qu'est-ce que vous aviez pu mettre en place? Quel genre d'atelier? Quel genre de routine? Est-ce que vous avez des éléments à m'apporter là-dessus? Alors, donc moi je connaissais pas les alliances françaises, hein. Ouais. J'avais jamais, contrairement à Stanislas, j'avais connaissais les instituts français, mais Ouais. voilà, pour moi c'est la première fois, et j'en suis ravie. Et justement sur le sujet des ateliers, on a mené un atelier en Grèce. Je te laisse exprimer, Stan, parce que il se trouve qu'on a joué en Grèce le spectacle Euphrate. C'était au lycée franco-hellénique d'Athènes. Et là, typiquement, une chose que cette expérience nous a apporté, alors pardon, on n'est pas directement sur l'Alliance française, mais on va y revenir, tu vas voir. Pas de souci. C'est qu'une enseignante, en lien avec le spectacle Euphrate, nous avait proposé de travailler avec les élèves sur les autobiographies culturelles et langagières. C'est-à-dire, comme il y avait beaucoup d'élèves qui avaient des doubles, voire triples cultures, de travailler sur toutes ces cultures, ces langues qui les habitaient dans la construction de leur identité. Et ça a été, à l'aide d'une liste de questions qu'on avait envoyées préalablement, les élèves avaient réfléchi et avaient apporté tout un matériau personnel, intime, de leur rapport à toutes ces cultures-là. Et on a fait des ateliers autour de ça pour mettre en jeu, mettre en théâtre, mettre en collectif, mettre en espace tous ces matériaux de jeu qui étaient donc parfois des chansons, des recettes de cuisine, des livres, des citations, des mots, simplement leurs mots préférés dans la langue française,
diplodocus, je sais pas, archiépiscopal. C'est des mots incroyables quand même. Ouais. Non Ouais. on est là, rhododendron, Péloponnèse. On pourrait faire un balado entier là-dessus. Eh ben Ouais. absolument, je suis très d'accord avec toi. Et ça a été donc et ça nous a donné cette envie de poursuivre cette expérience. Et donc là, dans la tournée qu'on va faire sans doute l'an prochain dans les alliances françaises, pour le coup toutes les alliances françaises des États-Unis. On a une tournée qui s'annonce dans une dizaine d'alliances françaises aux États-Unis. On va proposer un workshop un peu intensif, un peu dans plusieurs villes sur cette question des autobiographies culturelles et langagières. On a pris pour ça une phrase de Rimbaud, assez connue bien sûr. « Je est un autre ». C'est cette idée que l'identité, elle n'est pas fixe, elle n'est pas stable, elle n'est pas univoque, mais elle est multiple et heureusement. Je pense que ça conclut super bien notre échange. Merci beaucoup pour cette discussion. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir. Je remercie aussi Alex d'Infrason Studio pour l'enregistrement de ce balado. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir écouté ce deuxième épisode du Francophile, le balado de l'Alliance française de Montréal qui tisse un fil sonore avec toutes celles et ceux qui font vivre la francophonie. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et rendez-vous très vite pour une nouvelle conversation à l'autre bout du fil.